どうも皆さんよくおいでくださいました。今日はルケージオさんをお迎えしまして、この一番大教室で、話をお聞きするのはこれで3回目になります。で、形としてはこういう対談の形式で私の方から質問を投げかけてルクレイジョさんにお答えしていただくと、全く準備はしておりませんので、私の方は質問は用意してますけども、ルクレイジョさんはどういう質問を受けるのかということは全くご用意がない形でやらせていただきます。それの方が今までもそういう形の方が面白くできましたので、それでやり取りはフランス語でやりまして、同時通訳の方に訳していただくということになる。私は今日のお話し相手を務めさせていただきます中地と申します。よろしくお願いいたします。それで今日の講演者であるルクレイジョさんです。Bien, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur Grigio, d'avoir accepté de revenir sur ce plateau pour la troisième fois, après 2009 et 2013. Ces dernières années, vous êtes invité à l'Université de Nankin en automne, et vous connaissez bien aussi la Corée, et vous êtes un grand voyageur qu'on connaît bien. Vous connaissez les 4 coins du monde, si j'exagère un peu. Et je ne sais pas si vous connaissez l'interview filmée du philosophe Gilles Deleuze, l'abécédaire de Gilles Deleuze. Vous le connaissez, non? Dans cet abécédaire, il y a une rubrique voyage. Et là, il parle de vous comme un grand voyageur et très favorablement. Et tout d'abord, je voudrais poser une question qui ne concerne pas le sujet central d'aujourd'hui. Et trouvez-vous un point commun, une atmosphère commune à ces 3 pays de l'Extrême-Orient par rapport au monde entier? Quelle est votre sensation particulière? Bonsoir, et je suis ravi de revenir ici à Tokyo. J'ai beaucoup d'amitié pour M. Nakaji et j'ai beaucoup d'intérêt pour la culture, l'histoire, les traditions du Japon. Donc j'ai toutes les raisons de revenir régulièrement. La vie est courte et je dois aussi écrire ce que j'ai à écrire. Et donc je viens toujours en prenant en partie sur le temps de mon travail d'écrivain. Et donc je ne peux pas rester aussi longtemps au Japon que je le voudrais. J'ai un livre à terminer, c'est pourquoi je vais retourner en France. J'écris beaucoup en Bretagne, c'est un pays qui m'inspire. Alors l'Orient, je ne sais pas s'il y a des points communs entre le Japon, la Corée, la Chine. Ce serait la situation géographique peut-être, le fait d'être baigné par l'océan Pacifique, d'être sous le régime des vents de la Sibérie. Ce que nous avons en ce moment, c'est vraiment un vent de la Sibérie qui donne un beau ciel bleu mais un froid très intense. Il y a aussi des plantes qui sont communes à ces 3 pays, comme l'arbre ginkgo. On le trouve en Chine, on le trouve en Corée, on le trouve au Japon. Il y a les oies qui volent, je crois, entre ces 3 pays. Et les baleines qui fréquentent cette même mer. Il y a des points communs entre la Corée et le Japon. Ce sont des femmes qui pêchent les coquilles,
des femmes un peu âgées en Corée. Je ne sais pas si au Japon elles sont âgées aussi. Les femmes de la mer en Corée, Haenyeo, les femmes de la mer. Il y en avait en Chine, paraît-il, mais il y a longtemps que ça n'existe plus. Je ne sais pas vraiment les points communs. Alors, il y a des points communs historiques, bien sûr. Il y a le bouddhisme qui est commun à ces trois pays, même si ce n'est pas tout à fait le même bouddhisme. En Japon, il y a le Shinto qui ressemble beaucoup à la religion première des Coréens. Mais en même temps, quand on va en Chine, c'est le bouddhisme du grand véhicule, donc on voit les statues de tous les dieux. Et les Chinois sont supposés être communistes, mais lorsqu'ils ont dans la vie un problème, ils vont au temple et ils allument de l'encens. Et ils font des prières un peu comme le font les Coréens et comme le font les Japonais. Je crois que ce seraient les points communs pour moi. Ce sont ces points physiques et spirituels, mais qui sont assez légers. Je crois que très fondamentalement, ces trois pays sont très différents, en réalité, très très différents. Ils sont très différents parce que ils ont des histoires qui ne se sont pas déroulées de la même manière. Ils ont des références qui ne sont pas les mêmes, les légendes qui sont différentes. Ils ne se ressemblent que dans les points où ils se rencontrent, c'est-à-dire dans les frontières. Ainsi, lorsqu'on va à Mami-Oshima, on est très près de la culture de Jeju-do, qui est une culture coréenne, mais de la marge, comme la culture d'Amami-Oshima. Quand on va à Hokkaido et qu'on rencontre le peuple Aïnou, on a l'impression qu'on est assez près de la Sibérie. Ce sont les marges qui sont les points communs. Après, le cœur de chacun de ces pays est assez différent. Merci. Alors, je voudrais vous poser une question inverse. Depuis votre arrivée, nous bénéficions d'un très beau temps ensoleillé avec le ciel bleu sans un nuage. Et parmi ces trois pays, il y a, sur le plan de politique internationale, surtout avec le Japon, avec la Chine et la Corée, a des problèmes complexes. Mais n'entrons pas dans ces questions politiques. Vous m'avez parlé de l'air pur de Tokyo. Mais à part cela, avez-vous une impression spécifique du Japon en comparaison avec la Corée et la Chine? Ce seraient des impressions fugitives et des impressions de voyageurs. Je ne sais pas si elles sont très intéressantes. Oui, mais puisque vous parlez des difficultés politiques, je crois qu'elles sont assez importantes. Mais ce qui me rassure tout de même, c'est quand je rencontre la jeunesse chinoise, la jeunesse coréenne et la jeunesse japonaise, j'ai le sentiment qu'elles sont très proches, ces jeunesses sont très proches. Non pas parce qu'elles perdent une identité, mais parce que je crois qu'elles sont en train d'opérer une cicatrice sur les cruels événements qui les ont opposés. Et les nationalismes existent, et je pense qu'ils sont dangereux, aussi bien en Chine qu'en Corée qu'au Japon. Et la jeunesse, heureusement, ne semble pas tentée par cette dérive du nationalisme. Les jeunes Coréens aiment beaucoup venir au Japon. Pour eux, c'est un paradis parce que c'est la technique moderne, c'est l'imagination dans cette technique, c'est la fascination qu'ils éprouvent pour les nouveaux médias et aussi pour les expressions très modernes de la culture que sont le manga par exemple, les bandes dessinées, les films, tout ce que le Japon produit qui est ciblé pour la jeunesse.
Et de la même façon, la Corée vit ce qu'ils ont appelé la vague coréenne. Et cette vague coréenne, c'est la musique, essentiellement une adaptation, parfois un peu sirupeuse, mais quelquefois assez réussie, d'un genre qui serait du sweet rock, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle en Corée ballade. Ce sont les chansons nord-américaines, des rythmes nord-américains qui sont repris et diffusés. Ensuite, il y a la danse. Les jeunes Coréens sont absolument étonnants. Les garçons surtout d'ailleurs, sont étonnants dans la danse, dans le breakdance et toutes ces formes acrobatiques et la pratique des sports. En Chine, il y a une direction plus prenante de la part du gouvernement chinois sur la jeunesse, mais ils sont tout de même très fascinés par ce que présente le Japon, tout ce qui est moderne, tous les nouveaux médias, ça les intéresse beaucoup. Donc la jeunesse, en fin de compte, trouve les solutions à ces différences du radicalisme. Merci. Alors, je voudrais organiser l'entretien d'aujourd'hui sur le double thème de l'adolescence et de la vieillesse. Parmi les âges de l'être humain, l'adolescence a toujours été la période privilégiée dans vos œuvres. Mais depuis 15 à 20 ans, il me semble que la vieillesse devient aussi un thème important. Le plus souvent, ces deux âges, ces deux générations s'entrecroisent pour tisser la texture de vos fictions. Je pense que l'éclairage sur cette question serait intéressant pour mieux comprendre votre univers romanesque et votre vision de l'homme et du monde. Cela est d'autant plus intéressant que ce thème apparaît dans les deux novellas de votre dernier livre, Tempête, dont la traduction vient de paraître, traduction japonaise vient de paraître. Alors, je voudrais vous poser une question d'abord. Pourquoi votre prédilection pour l'adolescence comme thème? Depuis, par exemple, le désert, il y a l'héroïne Lala, et dans le printemps, il y a Saba. Et Esther et Nejuma dans Étoile errante, et Pervenche dans Cœur brûle, etc. Et l'air, toutes en se demandant qui je suis, que je suis. Il me semble que chez vous, il y a une certaine perception personnelle et ferme sur le jeune âge, intérêt préoccupant sur le jeune âge entre 15 et 20 ans. Ils ont souvent une conscience de soi excessivement aiguë, une vitalité débordante qui n'est pas toujours maîtrisable, une sensibilité, hypersensibilité, ou un esprit de révolte, etc. Voulez-vous parler de ce côté de votre œuvre? Vous avez raison, je crois que j'ai un goût particulier pour cette période de la vie, et peut-être parce que je ne l'ai pas vraiment vécu. Je crois que j'ai été d'une certaine façon privé d'enfance, et ensuite que la période de l'adolescence a été pour moi très compliquée, très difficile. Et je n'en ai pas joui comme je vois beaucoup de jeunes le faire. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ces temps-là, difficultés pour parler, difficultés pour m'exprimer, difficultés pour exister aux yeux des autres.
Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ce sont ces difficultés qui ont nourri mon désir d'être écrivain, parce que je pense que ce métier d'écrivain, c'est un métier qui parfois correspond très bien à des personnes taciturnes, peu communicatives et qui ont des difficultés justement avec les autres. Et le papier est un moyen, le papier ou l'écran, puisque maintenant il n'y a plus trop de papier, c'est un moyen assez pratique pour soulager sa conscience, pour parler aux autres, pour leur dire qu'on existe. Et un peu comme des lettres qu'on écrirait, qui ne seraient pas adressées à une personne en particulier, mais qui seraient jetées dans une bouteille à la mer et qui seraient décachetées au hasard des vagues. Et j'ai donc eu cette période un peu difficile de l'enfance parce que je suis né pendant une guerre et je crois que ça a beaucoup joué. Mon frère et moi-même, nous avons passé toute cette période où normalement les enfants découvrent l'extérieur, enfermés, parce qu'il y avait des mines, parce qu'il y avait des règlements de compte. Au début même, il y avait des Allemands et des Italiens qui étaient armés et qui tiraient sur tout ce qui bougeait. Ainsi, nous habitions un immeuble à Nice avec ma grand-mère maternelle. Et un jour, mon frère était un peu dissipé, donc nous sommes sortis sans prévenir. Nous avons descendu l'escalier et un soldat, je ne sais pas s'il était italien ou allemand, a tiré sur ces ombres qui passaient. Et pendant longtemps, nous regardions avec émerveillement la balle qui nous avait manqué et qui était allée se ficher dans le mur de l'escalier. Et je me souviens que j'étais encore vraiment très enfant, qu'à chaque fois que je passais, je mettais mon doigt à l'intérieur de la trace de la balle. La balle, je ne sais pas si elle était encore dans le mur, je n'ai jamais su. Mais nous mettions le doigt parce que c'était une façon de conjurer la peur que nous avions ressentie. Donc, une enfance très enfermée, sans beaucoup de communication. Heureusement, il y avait dans ma famille une personne remarquable qui était ma grand-mère maternelle, qui pour conjurer les craintes que nous avions, racontait des histoires. C'était assez important parce que je me souviens d'une histoire qui a été interrompue par une alarme, par, vous savez, la sirène qui retentit quand on va bombarder. Et quand on bombardait, il fallait descendre les escaliers. Nous étions au 6e étage. Il fallait descendre, aller dans la cave, au milieu du charbon. Tout était noir, il n'y avait pas de lumière. Et nous attendions que l'alerte passe. Et donc c'est là que le conte de ma grand-mère s'arrêtait, mais quand nous ressortions, il reprenait. Et en fin de compte, elle nous incitait à vivre. Donc c'était une enfance enfermée, avec peu de communication, mais cette voix de ma grand-mère maternelle qui racontait des histoires dont le personnage principal était un singe. Nous entrons dans l'année du singe et donc je rends cet hommage à ma grand-mère. J'ai acheté ici à Tokyo un tampon qui montre le singe et je vais peut-être écrire mes lettres en ajoutant ce tampon maintenant. Et donc cette enfance a été un peu compliquée. Mais elle avait pour avantage, et c'est peut-être pour ça que j'ai pris ce temps-là comme exemple, c'est que lorsqu'on est privé de communication et de liberté, on devient très attentif à tout. Chaque petit élément de la vie, pas seulement les bombardements, mais le changement des couleurs, les orages qui peuvent arriver ou une vibration, tout à coup alerte, et on devient ultra perceptif, ultra sensible absolument à tout. Et je crois que ça nourrit mon désir d'écrire, parce que l'écriture consiste à restituer la sensibilité. L'écriture est un instrument, ou le stylo est un instrument qui vibre
et qui sert à restituer les vibrations des sensations, des sentiments. Par la suite, l'adolescence a été compliquée pour d'autres raisons, peut-être des raisons plus personnelles et familiales, les difficultés que j'ai eues à accepter la présence de mon père qui était absent puisqu'il était en Afrique, et quand il est revenu, ça a été très difficile. Et les difficultés aussi que j'avais, que j'ai retrouvé en lisant d'ailleurs un livre de Tolstoï, dont peut-être j'en dirai quelques mots plus tard, les difficultés à avoir la possibilité d'exister, de m'affirmer, une sorte de timidité maladive qui faisait que quand en classe un professeur m'interrogeait, ma gorge se fermait, plus aucun son ne passait, et il croyait que je provoquais, que je faisais du mauvais esprit, mais c'était simplement cette impossibilité de communiquer. Et là aussi, l'écriture était une grande aide. L'écriture et le dessin, parce que pendant longtemps, j'ai voulu être auteur, non pas de manga, parce que ça existait au Japon, mais ce n'était pas encore connu en France. Sinon, j'aurais fait des mangas. D'écrire des histoires fantastiques et de les... en dessin et paroles. Et donc là, ça m'a été utile aussi pour communiquer avec les autres. Et peut-être là, le professeur avait raison, parce qu'en classe, je passais ces dessins, je les faisais circuler, et on voyait la vague des élèves qui riaient au fur et à mesure que le dessin circulait. J'étais assez content du résultat de mon travail. Mais donc tout ça, je crois que ça a joué pour me donner le sentiment que cette époque de la vie est très importante pour créer, mais aussi pour lire, pour comprendre. J'ai lu beaucoup aussi dans cette période de la fin de l'enfance et l'adolescence. Merci. Alors, j'ai l'impression que dans vos romans, vos nouvelles, vous décrivez plus souvent des jeunes filles que des jeunes garçons. Et cette affinité avec le monde féminin, le mundus mulieris, comme dit Baudelaire, provient-elle justement de cette situation de l'enfance que vous avez vécue avec votre grand-mère et votre mère pendant l'absence de votre père? C'était une éducation. Nous étions éduqués par des femmes parce que mon père était loin, mon grand-père était très âgé. Et un écrivain qui s'appelle Radiguet a dit, je crois, mais ça c'était pour la Première Guerre, que ça avait été des années de vacances, l'absence des hommes. Non. Les jeunes garçons étaient des rois, c'était des petits rois. Et donc ça n'a pas servi du tout à développer la compréhension du monde féminin. Au contraire, ça a affirmé cette sorte d'égoïsme extraordinaire que les jeunes garçons développent au début de leur vie sociale. Et en fait, je n'ai pas connu l'univers féminin véritablement parce que lorsque je suis allé à l'école, c'était encore l'école des garçons. Il n'y avait pas de filles. Les filles arrivaient très tard, au moment de l'université. Et elles arrivaient et les jeunes gens étaient très surpris. Ils ne connaissaient absolument pas l'univers féminin. Et ils ne le connaissaient que par des allusions ou par quelquefois des plaisanteries douteuses, mais ils ne connaissaient pas la complexité de cette relation avec l'univers féminin. Je ne sais pas si ce moment de découverte m'a beaucoup marqué, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai le regret d'avoir eu cette éducation purement masculine. En plus de cela, mes parents, enfin surtout c'était dû à l'autorité de mon père, qui trouvait que les garçons n'étaient pas assez obéissants, nous avait mis dans une troupe de scouts qui était très dure, très violente, très autoritaire, et qui préparait à la carrière militaire. C'était le programme de ces scouts, c'était
On est d'abord scout, ensuite on est ce qu'on appelait raider, c'est-à-dire le degré au-dessus c'était raider des bérets verts. Bon. Et ensuite on devenait parachutiste. Donc c'était une lignée extrêmement masculine et extrêmement, extrêmement belliciste. Et heureusement, mon frère et moi, nous en sommes sortis assez tôt. Et quand nous sommes sortis de là, je crois que nous étions mûrs pour comprendre l'univers féminin, pour voir tout ce que l'univers féminin pouvait donner et que nous n'avions pas reçu. Alors ma mère, évidemment, aurait pu combler cette lacune, mais ma mère était artiste, elle aimait jouer du piano, et à chaque fois qu'il y avait un conflit, elle allait jouer du piano, elle ne s'intéressait pas au conflit, elle lâchait pied tout de suite, avec sagesse d'ailleurs, parce que je crois que ça n'aurait pas arrangé les choses. Et je me souviens qu'elle a raconté une scène qui s'est passée pendant notre adolescence, à mon frère et moi. Elle entend des cris, elle ouvre la porte de la chambre, nous partagions une chambre, mon frère et moi. Elle ouvre la porte et elle voit mon frère armé d'un couteau et moi d'une paire de ciseaux, et nous étions en train de nous battre au couteau. Et elle a refermé la porte simplement et elle est allée jouer du piano. Elle a attendu que ça se calme. Et nous avons survécu. Donc elle avait une certaine sagesse. Je crois que je n'ai pas du tout répondu à la question que j'ai posée. Vos héroïnes ne sont pas des filles élevées dans une famille bourgeoise, riche, avec des parents compréhensifs. Le plus souvent, elles ont des difficultés dans la famille, à l'école, avec ses parents, avec leurs parents, avec leurs amis, avec la société entière. Et pourquoi ce type de fille que vous présentiez? Et parmi les jeunes filles bien élevées dans une famille bourgeoise, elles doivent des problèmes dans notre ordre, mais les problèmes auxquels vous vous intéressez sont différents. Je ne crois pas qu'ils soient très différents, oui. Parce que je pense que, en fait, là, ce qui motive mon intérêt pour les jeunes filles et les jeunes femmes, c'est qu'elles ont à affronter dans la vie des problèmes que les jeunes garçons n'ont pas nécessairement à affronter. Elles ont à résoudre vraiment beaucoup de problèmes en très peu de temps. Et je pense que pour cette raison, elles sont beaucoup plus sensibles et en tout cas, elles présentent davantage d'intérêt pour le romancier que je suis, parce que je crois que la plupart des romanciers s'intéressent davantage aux problèmes aux états pacifiques. Ils aiment bien les conflits, ça peut nourrir les intrigues de leurs romans. Et en fait, ça parle aussi un peu pour eux. Et les problèmes que je perçois et que j'ai perçus avec beaucoup de force chez mes propres filles, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'intéresse aux jeunes filles, c'est que j'ai des filles. Je n'ai pas eu de garçons, mais j'ai eu des filles. Et donc, elles ont été des modèles pour moi de ce que je cherchais à comprendre dans cet âge de l'adolescence. Et j'ai pu, en effet, voir ce qui était différent de ma propre adolescence et ce qui ressemblait. Et il y a beaucoup plus de points communs que de points dissemblables. Et ces problèmes que les filles ont à affronter, c'était un peu les miens. C'était des problèmes d'identité, d'affirmation de soi, de réussite sociale, de réussite dans les relations amoureuses, et de réussite même par rapport à la notion je crois très forte chez les garçons aussi, mais ils font semblant de ne pas y croire, la notion de vieillissement, la notion du temps qui passe, la crainte du temps qui passe. J'ai senti très tôt que la jeunesse c'était juste un instant. J'ai senti très tôt que ça n'était pas... Je me souviens même un jour m'être emporté devant
je venais juste d'avoir un prix littéraire, j'étais très jeune, et un journaliste me dit « Qu'est-ce que ça vous fait, à vous qui êtes si jeune, d'avoir un prix littéraire ?» Et je lui dis « Monsieur, mais être jeune, c'est pas une qualité, c'est presque un défaut. Ne me parlez pas de la jeunesse. » J'ai même utilisé un mot que je n'utiliserai plus maintenant. Je lui ai dit « Monsieur, la jeunesse a quelque chose de répugnant. » Et il ne comprenait pas ce que je voulais dire par là. Et je voulais dire la crainte de ce temps qui passe, qui est, je crois, très, très forte chez les jeunes filles, mais très fort aussi, c'est très fort aussi chez les jeunes garçons, seulement ils ne veulent pas le dire. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de parler de cet âge de la vie, même si je ne le connais pour une part que par ouï-dire ou par l'observation de mes filles, mais je reconnais que tous les combats qu'elles ont à livrer dans la vie sont très difficiles pour s'affirmer. C'est très difficile vraiment, réussir à la fois tout ça, les études, les relations sociales, la vie amoureuse, le contrôle du temps qui passe, la relation avec les parents, l'affirmation par rapport à sa propre mère ou à son propre père, tout ça c'est très difficile. Merci. Alors, passons maintenant à la question de la vieillesse. On pourrait passer aussi à l'âge adulte. Oui, mais on aura 2 fois plus de temps, alors oui, on aura besoin de 2 fois plus de temps. Non, mais vous avez raison. Il me semble qu'il y a 2 sortes de vieillesse dans vos œuvres. D'un côté, des femmes âgées qui vivent dans une sérénité résignée et qui sont prêtes à raconter leurs expériences, leur vécu aux jeunes gens. Je pense à la tante Anne dans La Quarantaine, à la tante Catherine dans Révolution, et à la sage-femme que l'héroïne Rachel rencontre à la fin de votre nouvelle, dont on parlera plus longuement tout à l'heure dans Jeune femme sans identité, qui vient de paraître. Et ces personnages sont très beaux, pour moi, très touchants par leur façon d'être, par leur tendresse, mais parfois aussi par leur ironique moqueuse. Voulez-vous parler de ce type de personnage un peu ? Oui, oui, très volontiers. J'ai été vraiment sous l'influence pendant mon enfance et ensuite mon adolescence, sous l'influence de mes tantes. J'ai eu la chance d'avoir des tantes. J'ai eu une grand-mère étonnante que j'ai beaucoup aimée, grand-mère maternelle, qui était un écrivain, qui composait des récits, qui avait un talent extraordinaire. Et j'ai eu des tantes très originales. La plus originale d'entre elles, c'est une tante, c'était la sœur de mon père, tante donc du côté paternel, la sœur de mon père qui n'était pas mariée et qui vivait à l'île Maurice. Et elle s'appelait Alice. J'ai d'ailleurs donné ce nom à une de mes filles parce que j'aimais beaucoup cette tante. Je ne l'ai pas connue très tôt parce que je ne suis allé à l'île Maurice que quand j'ai eu plus de 20 ans. Mais je la connaissais avant par les lettres qu'elle écrivait et par des romans aussi qu'elle écrivait. C'était un véritable écrivain. C'était une femme très originale, avec quelque chose de féroce, pas commode du tout, de sarcastique. Elle était tout le temps en état d'hostilité avec mon père. Elle écrivait une lettre par semaine de l'île Maurice, donc ces lettres arrivaient. C'était des plis aériens à l'époque. On n'avait pas besoin d'enveloppe, on pliait, il y avait déjà le timbre. Ah, ça s'appelle aérogramme. Un aérogramme, voilà, elle envoyait des aérogrammes. Et mon père lisait ça, se mettait en colère, jetait. Moi, je regardais, je lisais, et je trouvais qu'elle avait parfaitement raison. Ma tante était francophile, mon père était anglophile, donc ils se disputaient sans cesse sur ce thème-là. Et en réalité, ils s'aimaient beaucoup. C'était un frère et une sœur jumeaux. C'était des faux jumeaux, mais nés le même jour. Et donc, qui étaient assez inséparables. Et ce personnage de cette femme célibataire qui avait résisté aux hommes toute sa vie,
C'était une jolie femme, elle ne voulait pas se marier, parce qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un avec qui, elle disait-elle, elle aurait pu accepter de passer sa vie. Donc elle vivait seule, ou quelquefois elle vivait avec une amie, mais elle se disputait très vite, ça ne marchait pas. Et donc il y avait cette tante. Il y a une autre tante qui m'a beaucoup ému, inspiré, qui était une sœur de mon grand-père, qui était elle aussi de l'île Maurice, mais qui vivait à Nice et qui était aveugle. Et c'était une grande artiste qui avait une sensibilité étonnante. Elle avait une voix merveilleuse quand elle chantait. Et j'allais la voir très régulièrement. Et il fallait vaincre l'appréhension que j'avais pour la rencontrer, parce que comme elle était aveugle, elle procédait d'abord au rituel de passer ses mains sur mon visage avant de me laisser entrer. Et bon, j'acceptais ce rite. Et ensuite, elle préparait des goûters, elle racontait des histoires sur l'île Maurice. Donc c'était ces femmes un caractère très fort et très indépendant. Et également le personnage de ma mère, qui était aussi une femme extrêmement forte, extrêmement talentueuse et grande musicienne. Donc cet aspect féminin des femmes, ma mère n'était pas très âgée à l'époque, mais des tantes qui étaient âgées, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pensé que j'avais une grande chance d'avoir ces interlocutrices dans ma vie, des personnes à qui je pouvais parler. D'ailleurs, lorsque j'avais des problèmes familiaux, je parlais de préférence à la tante qui était aveugle plutôt qu'à ma mère. C'était à elle que je me confiais. Et je crois que j'ai beaucoup apprécié. Alors, vous avez dépeint des personnes résignées. Elles n'étaient pas résignées, c'était tout le contraire. C'était l'une et l'autre des femmes en colère. Ouais. Mais leur colère était une colère maîtrisée. Elle ne s'exprimait pas par la violence physique, ni par des déclarations très, très, très brutales. Elle s'exprimait par le comportement qu'elles avaient dans la vie, et particulièrement le refus qu'elles avaient d'être dominées par le monde masculin. Et ça, je crois que j'étais vraiment sensible à ça très très tôt, étant enfant. La résistance qu'elles opposaient à ce monde masculin qui pouvait être parfois violent. Cette tante qui était aveugle a été plusieurs fois battue, elle a été cambriolée par les voisins. Elle s'était prise d'amitié pour la fille des voisins qui étaient en dessous, et de temps en temps, ces voisins étaient très violents avec leur fille, et bien qu'étant aveugle, elle descendait et elle intervenait pour rétablir l'ordre. Donc c'était des femmes très fortes. Bon, Marine Diaye dirait des femmes puissantes, c'était des femmes puissantes. Donc je corrige le mot que j'ai employé, résignée, en combattante. Plutôt. Oui, voilà. Alors, d'un autre côté, il y a des vieillards, les hommes âgés, et qui se trouvent pas tellement âgés, et sur le seuil de leur vieillesse. Je pense entre autres au capitaine Mogel dans Hasard et à Philippe Kyo dans Tempête. Ils sont âgés tous les deux de 58-59 ans. Ils sont contrariés tous les deux par leur passé, par les splendeurs passées de cinéastes réussis, dans le cas de Mogel, et par son crime involontairement commis et le suicide de la femme aimée, dans le cas de Philippe Kyo. Pensez-vous qu'il est plus difficile pour un homme de bien vieillir que pour une femme? Oui, c'est une question assez troublante, en effet. Je crois que la vieillesse n'est facile pour personne. Peut-être ce qui nuit à une vieillesse paisible, mais bon, comme je l'ai dit, mes tantes n'étaient pas paisibles, mais ce qui nuit à une vieillesse paisible, c'est que les hommes sont très dépendants. Les femmes acquièrent assez vite une certaine forme d'indépendance. Elles savent que le temps merveilleux de l'amour va passer et qu'il faudra
ne compter que sur elle-même. Les hommes sont, comme je l'ai dit, souvent dans leur enfance des petits rois, et lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils deviennent fragiles, ils sont plus facilement malades, ils se plaignent beaucoup, ils se plaignent très souvent. Ce n'est pas le cas de mon père, mais j'ai connu des hommes qui étaient comme cela. Les personnages que vous avez cités, Mogher et Kyo, Philippe Kyo, alors Mogher m'a été inspiré par un personnage vrai qui est Errol Flynn, le cinéaste Errol Flynn. Et j'ai voulu raconter l'histoire de son bateau, mais en même temps sa propre histoire. Et Errol Flynn était un homme qui ne savait pas vieillir. Il a écrit des livres pour raconter sa vie scandaleuse d'homme âgé et les difficultés en effet qu'il a eues, mais c'est souvent des difficultés purement économiques. Et en même temps, il y a un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle High Winds in Jamaica. C'est de Richard Hughes, d'un écrivain anglais, et qui raconte cette histoire étrange du dernier pirate sur les mers des Caraïbes. C'est un homme âgé, et il capture, sa dernière capture, manque de chance, il capture un bateau dans lequel il n'y a pratiquement que des enfants. Donc voilà le pirate qui doit s'occuper, il doit devenir un maître d'école tout à coup. Et il a beaucoup de mal. Au début, il veut se montrer un vrai pirate, c'est-à-dire méchant et redoutable. Mais petit à petit, il est séduit par les enfants. Ces enfants lui montrent une telle innocence et en même temps beaucoup de ruse dans leur relation avec lui. Et finalement, ce qui lui arrive est dû non pas à la méchanceté du pirate, mais à sa bonté. C'est parce qu'il devient aimé des enfants qu'il décide de les rendre à la liberté. Il conduit son bateau à terme et il est intercepté et il sera pendu. Et il sera pendu sur le témoignage des enfants. Ce sont les enfants qui vont témoigner contre lui. Donc j'ai pensé que c'était une histoire intéressante et que Mogher était un peu dans cette situation. Je vous recommande ce livre. C'est un des plus beaux livres qu'on ait écrit sur le conflit qu'il y a entre les enfants et les personnes âgées. Ensuite, le personnage de Philippe Kyo m'a été inspiré aussi par quelqu'un que je connais qui a été photographe au Vietnam pendant la guerre et qui a eu beaucoup de mal à se remettre de cette situation. Et en fait, je voulais appeler d'abord cette nouvelle non pas la tempête, non pas tempête, mais appeler ça l'échange. Parce que j'ai eu envie de raconter une histoire dans laquelle deux personnes complètement différentes, une très jeune enfant qui est préadolescente, qui a 13 ans, et un homme déjà mûr qui a une vie difficile, tout à coup ils échangent leur âme. L'âme de l'un passe dans l'âme de l'autre. Et la jeune fille devient amère et elle devient cynique. Et le vieil homme devient tout à coup libéré de son passé et il acquiert l'innocence de l'enfance. C'était le sujet que je voulais raconter dans cette nouvelle. Je crois que les hommes âgés aiment bien l'idée de retourner à leur première nature, qui était la nature de l'adolescence. Ils veulent redevenir jeunes. Et c'est peut-être ça que je raconte. D'accord. Alors, je voudrais maintenant concentrer notre dialogue sur votre dernier livre, Tempête, de novella. C'est deux nouvelles plus longues que des nouvelles d'habitude, mais moins longues que des romans. Font un diptyque, en quelque sorte, dont le premier volet a une jeune héroïne de 13 ans qui ignore son père. C'était un soldat américain qui a abandonné sa mère dès avant sa naissance. Alors que le second volet parle de la vie, la moitié de la vie, de 9 à 33 ans, je crois,
de l'héroïne qui est privée de sa mère cette fois-ci, et depuis sa naissance. C'est une enfant née d'un viol commis par son père sur sa mère, alors âgée de 17 ans sur la côte de Takoradi au Ghana. Les deux nouvelles ont ceci de commun que le père a abandonné la mère de l'héroïne, et c'est aussi le cas de Meari, le personnage ami suicidé de Kyo. Et c'est là la première épreuve que vous donnez à vivre à vos héroïnes. Dans le cas de Tempête, je voudrais d'abord poser une question sur l'importance du physique. Jeune de l'héroïne, Meari, l'amante suicidée de Kyo, et Philippe Kyo lui-même sont des personnages de sang mêlé. Jeune dit, à un moment donné, j'ai rêvé, je cite, je rêvais que M. Kyo était mon père. Ce n'est pas à cause de la couleur de sa peau et de ses cheveux frisés que je fais ce rêve. C'est parce que je crois bien qu'il se soucie de moi comme l'aurait fait mon père. Mais en fait, la ressemblance physique est capitale. J'ai l'impression, dans la sympathie et l'affection que je ne porte à Kyo. Me semble-t-il, car vous avez subtilement suggéré que Kyo est aussi un enfant métis entre une japonaise et un étranger, sans doute d'origine africaine. Cette communauté physique, ou la ressemblance physique, quelle est l'importance que vous avez conçue pour écrire cette novella? Vous avez parlé de métissage. Je crois que c'est un thème qui me parle beaucoup, c'est un thème qui m'intéresse. Je suis moi-même tout le contraire d'un métissage. Je suis né de parents qui étaient cousins germains. On ne peut pas être moins métis que moi parce que je suis vraiment... je ne suis résultat d'un mariage endogamique, pas exogamique. Mais du fait peut-être que je suis résultat d'un couple endogamique, je suis intéressé par l'exogamie. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure que représentent les rencontres entre des personnes qui appartiennent à des... C'est pas seulement des types physiques, mais qui appartiennent à des cultures, à des héritages très différents. Je me souviens que j'étais une fois... j'attendais un bus à Nice et une Anglaise vient attendre le bus à côté de moi. Elle me dit, nous parlons, c'était une dame un peu âgée. Elle me dit, est-ce que vous êtes français? Je lui dis, mon père est anglais et ma mère française. C'est la vérité. À l'époque, mon père était britannique, ma mère française, mais ils étaient cousins germains. Mais il se fait que par l'île Maurice, l'un était britannique, ma mère étant née en France, était française. Et cette dame me dit, ah, c'est formidable d'être né de parents complètement différents. Et j'ai eu honte et je n'ai pas osé lui dire, mais non, ils se ressemblent beaucoup, non seulement par la culture, mais en plus physiquement, ils se ressemblent beaucoup, puisqu'ils sont de la même famille. Ça me donnait de la honte à ce moment. Et je pense que, implicitement, j'ai recherché tout ce qui pouvait aller contre l'endogamie, tout ce qui pouvait tout ce qui était en faveur des rencontres et des mélanges. Mais il est certain que les affinités souvent se font par des ressemblances physiques ou par des différences, ce qui revient souvent au même. On est attiré ou repoussé pour des raisons purement physiques. Alors ça serait très compliqué de détailler dans un couple tout ce qui a causé l'affinité, tout ce qui a causé la relation.
je pense que le physique est assez important. En tout cas, pour moi, c'est très important que les personnages soient déterminés les uns par rapport aux autres par des détails physiques qui ne seront pas forcément la nature de la couleur de leurs yeux, de leur peau, la qualité de leurs cheveux, mais peut-être par d'autres choses plus subtiles qui seraient une certaine façon de se comporter, une certaine façon de parler. Je vais vous donner un exemple personnel, mais je ne vais pas beaucoup me livrer là-dessus. Ma femme est marocaine, donc on ne peut pas être plus différent. Mais elle est fille de cousin germain, elle aussi. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Quelqu'un qui est aussi enfant de cousin germain. Et ensuite, en lui parlant un peu, je découvre que j'ai lu, quand j'étais enfant, le dictionnaire de la conversation. C'était un dictionnaire en 18 volumes, édité en 1857 en France, pour que les jeunes filles puissent tenir leur rôle et parler convenablement quand elles seraient mariées. Parce qu'elles ne faisaient pas d'études, il fallait bien qu'il y ait un endroit où elles puissent apprendre à parler. Et je parle avec cette jeune femme que je rencontre, marocaine, et elle me dit, il y a un livre que j'ai lu quand j'étais enfant, c'est le dictionnaire de la conversation. Donc voilà des aimants d'affinité. Je crois que j'aime bien construire dans les romans des situations dans lesquelles les gens sont attirés ou parfois repoussés pour des raisons très subtiles qui sont d'ordre, dans ce cas-là ce n'est pas physique mais éducatif, qui forment la personnalité. J'aime par exemple, j'aime beaucoup le fait que mon père et moi, mais pas ma mère, nous n'avons pas de lobe d'oreille. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un à qui le lobe d'oreille fait défaut, je suis intéressé. Je ne peux, même si cette personne n'a aucun intérêt, tout à coup je m'intéresse à cette personne par ce détail. C'est pour dire à quel point tout cela est au fond très physique et très proche des sensations. Oui. La question des enfants métis se réfère, vous l'avez indiqué, au contexte historique commun à la Corée, au Japon et à d'autres pays asiatiques, où les cas sont nombreux, des femmes abandonnées avec leurs enfants par les soldats d'occupation américaine. Avec la conception de cette nouvelle, vous avez tout de suite, c'est plutôt ce contexte qui vous a donné l'idée de cette novella? Oui, avant d'écrire cette novella, donc Tempête, dans laquelle il y a plusieurs personnages qui sont métis, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire qui sont issus de rencontres de types différents. J'ai visité un orphelinat à Séoul, et dans cet orphelinat, il y a des bébés qui sont âgés entre 3 ou 4 jours et 1 mois. Ce sont les bébés abandonnés de rencontres interdites. Et vous avez une salle entière de très jeunes enfants, donc de bébés, qui sont en train de pleurer, et ils pleurent comme tout le monde, qui sont le résultat souvent des rencontres entre jeunes qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne sont pas du même milieu, ou bien parce que le père est un soldat américain et que c'est un soldat américain d'origine africaine. Et donc ces jeunes enfants sont abandonnés. Et j'étais sur le point d'ailleurs d'en adopter un, et puis je me dis tout de même c'est un peu trop... c'est avoir une réponse trop instinctive à mon émotion. J'ai donc plutôt écrit une histoire que cela. Mais c'est très choquant. Et je pense que ça fait partie des très graves problèmes de notre temps dont on ne parle pas. Ce n'est pas seulement le cas de la Corée, je pense que ça existe au Japon, ça existe certainement en Chine, ça existe tout à fait en Europe. Les enfants abandonnés parce qu'ils sont issus de rencontres entre
entre des gens trop jeunes ou des gens qui ne peuvent pas assumer leurs différences originelles par rapport à leur propre famille. Il y a ces interdits familiaux sont très, très stricts. Et je suis pour une part mauricien, donc quand je rencontre des élèves dans les lycées, je leur pose la question que les professeurs n'aiment pas que je leur pose. Et je m'adresse à eux, ils ont 15 ans, 16 ans, je leur dis, mesdemoiselles, messieurs, dites-moi, qui allez-vous épouser ? Et là, il y a un silence un petit peu gêné pendant un moment, et puis tout à coup, les cœurs s'ouvrent et les langues se délient, et des jeunes filles d'origine indienne, de l'Inde, donc, disent qu'elles sont très amoureuses d'un garçon, mais il est d'origine africaine, ou bien il est d'origine européenne, et que ça pose un problème dans les familles. Et je leur dis, mais finalement, est-ce que vous allez l'épouser ou non ? Et à chaque fois, elles disent, je le ferai volontiers, mais la famille n'est pas de cet avis. Donc, ça pose un problème. Et puis, petit à petit, ces différences se gomment. Mais les différences les plus radicales, ce ne sont pas celles-là, ce sont les différences confessionnelles. Les différences qu'il peut y avoir entre chrétiens, musulmans, hindouistes, bouddhistes, confucianistes ou animistes. Et ces différences-là sont très difficiles à résoudre, parce que les religions sont des noyaux durs qui s'excluent, qui n'acceptent pas les différences. Donc j'aime bien écrire sur ces sujets qui mettent... Ce n'est pas le sujet principal, mais j'essaye d'instiller ce sujet à travers les mots, de le rendre présent en filigrane ou en fil rouge, comme on dit. Alors, pour moi, l'un des intérêts principaux de la double métamorphose de Jun et de Kyo, à travers leur fréquentation, Jun se dépasse admirablement à la fin de la novella, alors que Kyo se libère un peu, mais pas totalement. Il reste chez lui une vive culpabilité due à sa double expérience. Avoir assisté sans l'empêcher à une scène de viol pendant la guerre de Vietnam, avoir perdu son ami par un suicide mystérieux. Et ces deux affaires, ces deux expériences ne cessent de le tourmenter par une sorte de... chez lui, il y a une causalité formée entre ces deux affaires, selon laquelle si Mary s'est suicidée, c'est parce qu'il a commis ce crime involontaire. Et lui-même, il n'arrête pas de s'accuser et s'interdit de changer. Il se dit, je cite, « Je me débat pour ne pas changer. Je ne peux pas oublier qui je suis ni pourquoi je suis venu ici. Je ne veux pas qu'on me prête de bons sentiments. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. Je suis un ogre. » Alors, ce personnage qui a des problèmes, qui a un passé et qui ne le quitte pas, est très complexe. Et cette complexité, je ne la sens tout de suite. Et elle essaye de le changer, de le transformer, mais sans y arriver complètement. Donc, à l'issue de cette fréquentation, c'est Jun, finalement, qui se libère, qui arrive à une autre étape, tandis que Kyo se sauve de la tentation de suicide, mais sans se libérer complètement. N'est-ce pas? Pour un homme, donc c'est difficile. Oui, j'aime bien écrire sur des situations en mouvement,
Je ne crois pas beaucoup au développement d'une intrigue. J'ai lu beaucoup de romans policiers, mais ça m'ennuie très vite. J'ai envie d'aller voir tout de suite à la fin qui est le coupable, etc. Donc je ne suis pas très un grand lecteur de romans policiers, sauf peut-être Agatha Christie, parce que c'est un peu différent d'un roman policier. C'est une description d'une atmosphère. Mais j'aime bien que les personnages dans un roman ou même dans une novella, qui est un peu plus longue qu'une nouvelle, puissent évoluer, qu'ils ne soient pas les mêmes au début et à la fin. Je pense que personne ne reste fixe, que c'est une illusion de croire qu'on existe de façon définitive. Je pense que nous-mêmes, lecteurs, nous-mêmes dans la vie, nous évoluons à chaque instant. Et j'aime bien décrire cette évolution, ce changement. Oui. Je pense que c'est ça, pour moi, qui m'inspire. Comment on passe d'une situation où on se sent coupable et on se sent accablé par le souvenir, à une situation où finalement on va survivre. Parce que le temps est le remède absolument à tout, et que le temps dissout nos sentiments, les rend quelquefois caduques et même insuffisants, et même parfois dissout complètement notre mémoire. Et donc j'aime bien suivre ce mouvement, et j'aime bien l'idée que les personnages peuvent être interchangeables, que au contact des autres, quelqu'un peut devenir se surpasser ou devenir différent, que c'est ce contact qui est important. Et je pense que si le roman a un certain impact dans notre société, parce que, après tout, nous pourrions lire aussi de la poésie. Les poésies sont des mots. Nous pourrions peut-être lire simplement le journal. Je ne sais plus qui disait, quand on me parle de culture, je parle du journal. On pourrait se contenter de lire les nouvelles qu'il y a dans le journal. Mais nous avons besoin de cette évidence de l'évolution, de cette évidence de la mouvance, que rien n'est sûr, que tout change, tout bouge. Et la littérature est surtout le roman, est un bon moyen de donner cette impression. Je n'aime pas les démonstrations, et les romans qui sont trop bien construits m'ennuient. Je vois l'artifice du plan, du petit 1, petit A, petit B, de grand 2, petit A, petit B. Je vois tout ça apparaître et ça m'ennuie très vite. Parce que dans la vie, nous ne vivons pas selon un plan, nous vivons selon des instants, une série d'instants. Je suis peut-être assez existentialiste en fin de compte. Oui, ce que je voulais dire, c'est la différence du rythme et la différence de la nature d'évolution entre June et Kyo. Et Kyo est âgé et c'est un homme. Il n'arrive pas à se dépasser facilement, mais il change grâce au contact avec June. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que lui change tandis que June vieillit seulement. Oui. En l'espace de quelques semaines, de quelques mois, elle devient non pas une adulte, mais elle devient quelqu'un de différent. Et pour moi, ça se concrétisait par le fait qu'elle buvait du café. Avant, elle ne boit pas du café, elle boit des sodas, et après, elle peut boire du café. Parce que le café, c'est la potion amère dans la vie, comme la potion que nous vivons nous-mêmes. L'amertume que nous avons dans la vie, nous la dégustons dans la tasse de café. Je dis ça tout en pouvant vous dire que je ne bois jamais de café. Mais j'en ai bu beaucoup. Alors maintenant, je voudrais vous demander de lire un extrait, un passage émouvant dans cette novella, Tempête. Mais vous avez tous sur votre main l'extrait de la Tempête, mais qui est trop long. Donc je demanderai seulement la fin. Les 13 dernières lignes
最後の13行だけ読んでいただきます。À partir, j'essaie de lui dire. Alors, c'est à ce moment-là que Kyo se sent un peu changé. C'est le moment, si vous voulez bien. J'essaie de lui dire, mais vous êtes avec votre maman, vous ne la détestez pas. Elle n'écoute pas. Les larmes continuent à couler de ses yeux et à coller ses cheveux sur sa bouche. Elle appuie ses poings sur ses paupières pour empêcher ses yeux de déborder. Votre regard est triste, monsieur, articule-t-elle. Votre regard me dit que vous allez mourir ou partir très loin. À cet instant, je me sens neuf. Il me semble que toutes ces années que je n'ai pas vécues sont pardonnées, emportées dans le vent. Grâce aux larmes d'une petite fille de 13 ans, je serre June un peu plus fort. J'oublie qui je suis, qui elle est, elle une enfant et moi un vieil homme. Je la serre jusqu'à faire craquer ses os. Merci. Alors, je voudrais poser une autre question à propos de tempête, d'un ordre tout à fait différent. C'est l'intérêt de la description du monde de la mer. Dans cette novella, des femmes de la mer, de leurs cris, chacune a un cri différent. Et le rêve cauchemaresque de Kyo, dans lequel Mary revient dans une tempête avec l'odeur âcre des profondeurs de la mer. Et d'autre part, le rêve de June sur ce monde marine, lié sans doute avec son aspiration à son père. Mais je me trompe peut-être. Son père se trouverait peut-être au-delà de la mer, si elle passe. Le croisement de ces deux rêves joue un rôle capital pour le déroulement de la nouvelle, me semble-t-il. Est-ce que c'est bien ça, votre conception ? Oui, vous avez raison de parler de la mer comme d'un espace d'oubli, un espace, une distance. Et j'ai eu envie d'écrire cette nouvelle parce que j'ai passé de longs moments sur un îlot qui s'appelle Udo, l'île de la Vache. C'est au sud de la Corée. C'est près de Jeju-do, qui est l'île de Jeju, que vous connaissez peut-être. Et c'est le lieu où les Haenyeo, les femmes de la mer, ont survécu jusqu'à nos jours. Je me souviens quand j'avais 6 ans ou 7 ans, je recevais, c'était mon père qui était abonné, quand il devait revenir d'Afrique, il s'était abonné à ce magazine, le Geographical Magazine, qui existe toujours. Et dans un numéro des années peut-être 46, 47, il y avait une description détaillée des Haenyeo, les femmes de la mer, avec des photos. À l'époque, c'était des jeunes femmes. Et elles ne plongeaient pas vêtues comme aujourd'hui elles le sont, avec une tenue de plongée en caoutchouc et un masque. Elles plongeaient très déshabillées parce que c'est le seul moyen de ne pas avoir froid, c'est de ne pas porter trop de vêtements. Et elles n'avaient pas de masque. Et pour pouvoir couler plus facilement, elles portaient des ceintures de pierre. Et elles pêchaient les ormeaux. Ce sont des coquillages qui sont connus dans le monde anglo-saxon sous le nom de abalone. Abalone, c'est un coquillage qu'on mange ici au Japon, et qui est très, très délicieux. En soupe en particulier avec du riz, c'est vraiment très très bon. Et ça coûte assez cher. Et donc ces femmes sont celles qui font vivre le foyer. Et maintenant, le temps a passé, elles sont 80 ans. Elles ont mon âge. Quand je les regardais dans le magazine, elles devaient avoir une dizaine d'années ou 15 ans. Maintenant, elles ont 10 ans de plus que moi, elles ont 80 ans, et elles continuent à plonger. Alors, il y a quelques jeunes qui essayent de plonger, mais comme ce sont des plongées en apnée, il n'y a pas de bouteille,
Et ça demande une grande résistance physique. Ce sont des athlètes, ces femmes, parce qu'elles restent parfois plus d'une minute sous l'eau, à 20 mètres de profondeur, sans respirer. Elles ramassent des coquillages, elles ramassent des oursins, des pieuvres, et puis elles remontent à la surface et elles replongent. Et quand elles remontent, après être restées une minute sans respirer, l'air entre dans leurs poumons en faisant un bruit que je ne connais pas bien, le bruit des cachalots, mais il me semble que les cachalots doivent faire ce bruit quand ils remontent des profondeurs et qu'ils reprennent leur respiration. Ce sont j'étais vraiment très frappé par le courage de ces femmes, qui sont donc là aussi des femmes âgées, qui font vivre le foyer et qui consacrent tous leurs efforts pour, disent-elles, que leur fille n'ait pas à faire ce travail. Et elles ont un caractère héroïque. Et j'ai pensé en parler dans un essai. Et puis, finalement, j'ai pensé que le meilleur moyen d'en parler, c'était de les faire entrer dans cette nouvelle dans laquelle il y avait une très jeune fille qui voulait justement devenir femme de la mer, comme sa propre mère, et un homme âgé un peu comme moi, qui est fasciné, mais qui est étranger à ce pays. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la mer. Mais vous avez raison, la mer, c'est aussi le lieu de la mort. Ces femmes, parfois, trouvent la mort elles plongent par un temps de tempête et elles sont parfois noyées, ou bien elles ont des accidents cardiaques ou pulmonaires, parce que c'est une épreuve très, très grande qu'elles mènent, mais en même temps, elles entrent dans la mer avec joie. Ce n'est pas un métier difficile pour elles, c'est le bonheur, parce que comme elles sont âgées et qu'elles ont des douleurs en marchant, elles ne sentent plus ces douleurs. Elles entrent dans l'eau et tout à coup, elles deviennent comme des poissons. Elles baignent dans leur élément. Et je crois que ça m'a vraiment donné envie d'écrire cette nouvelle dans laquelle il y a la mer, il y a les rivages, il y a la mort, et puis il y a le courage des femmes. Et ce n'était pas en Corée que vous avez connu l'existence de ces femmes, ça remonte à votre enfance, je pense. Oui, c'était par ce magazine, et je ne l'ai pas retrouvé, il faudrait que je le recherche. Peut-être en fait, c'était les japonaises dont il était question. Je ne suis pas du tout sûr que c'était des coréennes, parce que cette activité est aussi pratiquée sur les rivages du Japon. Je ne sais pas si les femmes sont âgées au Japon, les femmes qui font ce métier. Pas forcément. Non, pas nécessairement. À Udo et à Jeju, ce sont les femmes âgées qui le font. Parce que c'est très difficile. Et que ces femmes ne veulent pas que leurs enfants le fassent. Parce qu'elles savent que c'est un métier difficile. Mais il n'y a pas longtemps, le gouvernement de Jeju a décidé de faire inscrire ce travail dans le patrimoine intangible de l'humanité. Et donc on peut espérer au moins que ces femmes auront une retraite, que le gouvernement leur donnera une retraite confortable pour pouvoir vivre. En lisant le rêve fait par un jeune, je me suis rappelé un conte fantastique de Jules Supervielle, L'enfant de la haute mer. Vous le connaissez? Ah, non. Je ne connais pas, non. Il faut que vous lisiez. Oui. Comment s'appelle le conte? L'enfant de la haute mer. Je vais lire ce conte. Bon, alors on n'entre pas dans la discussion. Oui. Mais le rêve, c'est pour expliquer un peu comment ça marche pour un écrivain. Le rêve vient d'une légende que m'ont racontée des Indiens de Panama. Donc je l'ai introduit dans l'histoire parce que j'aime bien cette idée qu'il y ait au fond de la mer une jeune fille endormie, et quand elle se tourne, ça provoque la tempête. Et cette jeune fille a un regard étrange, des yeux très clairs, qui sont un regard de voyante, en quelque sorte. Et donc ça fait partie des mythes amérindiens qui sont entrés dans cette histoire. Alors maintenant, nous passons à l'autre volet, et une femme sans identité.
la seconde novella. Alors là, il s'agit d'une situation extrêmement dure pour l'héroïne Rachel. La nouvelle présente une femme privée de son identité dès la naissance et elle essaye de se fabriquer même une identité en se faisant adopter par une vieille dame qui s'appelle Madame Crossley. Mais cette nouvelle interroge aussi, il me semble, ce que c'est que l'identité. Rachel se réjouit vivement quand sa sœur lui fait part que sa mère biologique voudrait la voir une fois, mais une seule fois, parce qu'elle a une autre famille maintenant. Mais la rencontre la déçoit, parce que sa mère raconte toujours le moment où elle a été violée par son père. C'est désagréable. J'aimerais bien que ce soit quelque chose de beau. Après la rencontre, Rachel se dit. Mais par contre, dans la séquence finale de cette nouvelle, Rachel, à l'issue de ses enquêtes, réussit à retrouver la sage-femme, maintenant très vieillie, mais qui a aidé sa mère biologique de l'accoucher. Et grâce à sa générosité, à sa sensibilité, et qu'elle n'a pas trouvée chez sa mère, elle sent que le grand trou, quelque sorte qui l'avait jusqu'ici tourmenté, et a été bouclé. Et bon, alors je voudrais demander tout d'abord de passage assez long de cette finale très émouvante de la seconde novella. Mais si vous lisez tout, ce serait long. Donc, voulez-vous commencer par le début du paragraphe 2, mais elle ne m'a pas envoyé jusque jusqu'à la 12e ligne en comptant du bas. 下から12行目のところまで読んでいただきます。第2パラグラフ。Mais elle ne m'a pas renvoyé. Au contraire, elle m'a prise par la main. Elle m'a fait entrer chez elle. Chez elle, c'est juste une pièce obscure, encombrée de fauteuils et d'une table sur laquelle trône une télé. Quand je dis à Julia que c'est elle qui m'a mise au monde, il y a plus de 30 ans, elle qui m'a donné le biberon et s'est occupée de moi, elle ne répond rien, seulement « ah, comme ça, en hochant la tête et en se balançant un peu dans son fauteuil. Elle parle bien l'anglais, elle est allée à l'école. J'ai apporté les papiers que j'ai, les papiers de ma naissance, les vaccins, le livret de l'école. Elle les regarde l'un après l'autre attentivement. Je lui montre une vieille photo que je n'ai jamais réussi à perdre, même quand j'avais perdu la tête, sur laquelle je suis avec Bibi, sur la plage de Takoradi. J'ai 9 ans, Bibi 4. J'ai un bikini blanc et elle juste sa petite culotte. Nous avons des chapeaux de paille, l'écume des vagues nous éblouit. Julia prend la photo, elle l'incline à la lumière pour mieux voir. Elle est souriante, mais je sens qu'elle est sur ses gardes. Qu'est-ce qu'une femme comme moi vient faire chez elle? Pourtant, quand le moment est venu de m'en aller, Julia va dans sa chambre, elle revient avec un album et elle me montre les photos de sa famille. Sur l'une d'elles, elle a une 30aine d'années. Elle est habillée d'une blouse qui a dû être verte, mais la photo n'a retenu que du gris. Sur la tête, une coiffe blanche à ourler et aux pieds des tennis blancs. Elle est souriante. Derrière elle, on voit des berceaux alignés surmontés de moustiquaires. Je sais pourquoi cette photo m'émeut. C'est la première fois que je suis si près de ma naissance. Je n'apprendrai plus rien désormais. Merci. Alors, qu'est-ce que l'identité? Comment la définissez-vous? Je crois d'abord que chacun d'entre nous se pose cette question, qu'est-ce qu'a été ma naissance? Je crois que ça, c'est une question qu'on se pose avec
parfois anxiété, parfois simplement parce que c'est une question évidente. Chaque fois que nous donnons notre âge, nous sommes en train d'indiquer l'époque où nous avons été conçus ou l'époque où nous sommes nés. Je dis conçus parce qu'en effet, je crois qu'au Japon, comme en Corée, on naît à la conception et pas à l'accouchement. Donc, je le mentionne parce que pour moi c'est important, étant donné que je pense que j'ai été conçu en Afrique et non pas en Europe. Bon, et ça me fait plaisir d'imaginer ça. Et je suis né en Europe, mais conçu en Afrique. Donc je pourrais dire je suis né en Afrique. Mais je crois que cette question de la naissance est très importante pour chacun d'entre nous. Je me souviens qu'à une époque où la psychanalyse commençait à avoir beaucoup d'importance pour la jeunesse, je me souviens qu'un de mes camarades suivait des séances de psychanalyse pour arriver à se souvenir du jour de sa naissance. Et ça me paraissait une entreprise curieuse et peut-être vouée à l'échec. Et un jour, il m'a dit, je crois que je suis arrivé très près de l'instant de ma naissance. Donc, je crois que ça, c'est l'élément fondamental pour l'identité. Essayer de se souvenir de ce moment où s'en approcher le plus. Mais alors, comment ça se passe pour quelqu'un dont la mère est absente? Et cela arrive assez souvent. Il y a en France, je ne sais pas si ça existe au Japon, il y a en France un procédé qui permet aux femmes d'accoucher sous X. C'est-à-dire qu'elles accouchent, mais elles n'ont pas à déclarer leur nom. Et elles n'ont pas à déclarer le nom du père. Donc l'enfant naît absolument sans identité. Il y a des législateurs qui cherchent à lutter contre ça parce qu'ils pensent, avec raison, que c'est une souffrance pour l'enfant lorsque plus tard l'enfant découvrira que sa mère est complètement inconnue, que son père est complètement inconnu. C'est une souffrance dont il est difficile de se remettre. Et j'ai eu envie de construire une histoire sur ce thème-là. Le thème de l'identité m'a toujours beaucoup préoccupé. Je me souviens la première fois que j'en ai été conscient, c'était en lisant un roman populaire d'un écrivain aujourd'hui un peu ignoré qui s'appelle Hector Malot. Et il avait écrit un livre qui a été mis d'ailleurs en manga et en dessin animé au Japon, Sans famille. Et l'incipit, la première phrase de ce roman, m'a frappé alors que j'avais une dizaine d'années, ça m'a frappé avec beaucoup de force. Ça commence ainsi, je suis un enfant trouvé. Ce sont les premiers mots de ce livre. Et je crois que c'est la première fois que je lisais un incipit d'un roman qui me causait un tel choc émotionnel, un tel choc émotif. Et bien que je sois parfaitement d'une famille parfaitement intégrée, j'ai eu très souvent ce rêve que font des enfants, qu'a fait une de mes filles d'ailleurs. Un jour, elle m'a dit, j'ai rêvé que je n'étais pas votre fille, à moi et à sa mère. Je crois que les enfants, très souvent, se posent cette question, parce que c'est une question très importante, cette question de la filiation et de la naissance. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de le développer dans cette histoire. C'est une histoire qui est poussée un peu au bout, parce que cet enfant a une sœur qui n'est pas sa sœur, qui est sa demi-sœur, mais une demi-sœur qui ne peut pas l'accepter puisqu'elle-même est née cette jeune fille est née d'un viol, donc elle est née d'un crime, et donc elle ne peut pas être acceptée. Et j'ai eu envie d'étendre cela même peut-être à des conflits. Je me suis dit, peut-être au fond, quand on a des conflits dans une famille, mais quand on a des conflits dans un peuple, est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un des deux enfants qui est né d'un viol? Et est-ce qu'il n'y a pas la même incompréhension, la même incapacité à remonter la filiation? Et j'ai pensé que cela impliquait énormément de choses. Et donc j'ai écrit, je crois, assez souvent sur ce thème, de façon avouée ou de façon comme ici, ou de façon cachée, comme dans d'autres livres, dans lesquels, comme par exemple dans Poisson d'or, c'est une histoire d'une jeune fille qui est volée
elle n'a pas été un enfant trouvé, elle était un enfant volé, un enfant qu'on a enfermé dans un sac. Et j'ai souvent, ça me semble un thème très, très fructueux du point de vue romanesque, parce qu'il rebondit sur beaucoup de thèmes d'ordre moral, d'ordre psychologique. Il s'adresse à beaucoup de sujets différents. Voilà pourquoi j'ai écrit cette novella. Merci. Alors, justement, vous avez parlé vous avez mentionné le poisson d'or, qui a été traduit en japonais aussi. C'est justement le poisson d'or que je me suis souvenu, qui m'est venu tout de suite en lisant Une femme sans identité, et la question de l'identité. Et puis en lisant donc Tempête, c'est hasard qui m'est venu à l'esprit. Ces deux paires de deux histoires se ressemblent beaucoup. Alors, on peut vous poser une question sur la récurrence de thèmes importants. Chez un auteur, Oe Kenzaburo aussi, chez Oe Kenzaburo aussi, il y a la récurrence d'un certain nombre assez limité de thèmes qui revient toujours, avec des personnages différents, avec la structure un peu différente de récit. Et les lecteurs superficiels, plus ou moins superficiels, trouveraient que, M. Lucrezio se répète, etc. Mais ce n'est pas une répétition, mais c'est une variation sur un thème inépuisable, je pense. Vous voulez parler de ce côté-là un peu? Oui, le thème de l'identité. Il y a un écrivain qui est remarquable sur ce thème, c'est Patrick Modiano. Son œuvre est construite sur cette recherche de l'identité. Et il se trouve que je connais un peu Patrick Modiano et que je lui ai parlé assez longuement. À une époque, nous marchions beaucoup dans les rues de Paris et nous parlions. Et je me suis aperçu, j'ai compris le point commun que nous avions, qui est celui d'être d'une famille, ce qu'on appelle aujourd'hui une famille dysfonctionnelle, une famille qui ne fonctionne pas bien. Dans mon cas, cette famille ne fonctionnait pas bien parce que mon père n'était pas là, tout simplement. J'ai été élevé par ma grand-mère et par ma mère. Mon père était absent. J'ai connu mon père très tard. Dans le cas de Modiano, c'est plus complexe. C'est l'origine égyptienne, la différence de caractère des parents. Et il a très bien parlé de tout cela dans un livre que je vous recommande qui s'appelle Un pédigré. Pédigré, ça s'utilise pour les chiens ou pour les chevaux. Et il a raconté l'histoire de son enfance, mais tous ces livres sont aussi des livres qui traitent de cette question de l'identité. Qui sommes-nous? Comment nous existons et comment nous sommes parvenus à exister? Comment nous nous affirmons par rapport à cette donnée irrécusable qui est celle de la famille? Et je crois que ça se pose pour chacun. Et c'est pour ça que c'est un thème, je pense, qui est romanesque, parce que chacun peut s'y trouver, peut retrouver sa propre histoire en suivant cette histoire. Et l'histoire de Sans famille, qui est une histoire, là, vraiment romanesque, entre guillemets, parce que c'est poussé jusqu'à la caricature, ça m'a beaucoup accroché quand j'étais enfant, parce que je sentais que il y avait dans ma propre famille, il y avait quelque chose de l'enfant trouvé. J'étais en quelque sorte l'enfant trouvé, non pas parce que j'avais été trouvé, mais parce qu'il manquait à mon éducation la part paternelle, et que je sentais que dans ma vie, j'aurais à parcourir un long chemin pour retrouver cette part. Mais chacun a une famille particulière, et je crois qu'il n'y a pas deux éducations qui se ressemblent, et chacune de ces éducations est romanesque. Je crois que si chacun d'entre vous me racontait sa vie, je pourrais à chaque fois en faire un roman différent tout en traitant la même histoire. Donc je crois que c'est un thème assez fructueux en littérature. Donc je n'ai pas eu tort
c'est plutôt mon éditeur, votre éditeur japonais qui a mis le mot disant que ces deux novellas puisent de l'inspiration dans la source principale de l'auteur. Oui, oui. Qui est la question d'identité. Oui, moi je n'écris pas des romans autobiographiques pour toutes sortes de raisons et pour la principale qui serait que je pense que je n'ai pas vraiment de vie et que je ne vois pas comment je pourrais disserter sur une vie qui est absente. Mais j'aime bien parler des vies des autres. Je suis un prédateur de vie. J'aime bien entendre parler des vies, que l'on me raconte sa vie. Et j'y puise beaucoup de choses parce que je crois que dans ce récit qui part toujours d'une enfance pour arriver à un âge adulte, puis plus tard, comme vous l'avez souligné, à l'âge de la vieillesse, il y a le déroulement naturel d'un roman. Ma vie est un roman, pourrait-on dire, et je vous dirais, votre vie est un roman aussi. Et le roman, et cela, c'est le roman de vos vies, et pas celui de ma vie, mais de vos vies. Et quand je lis, je mets ma propre vie dans les textes que je lis. Quand je lis Salinger, qui est pour moi un des grands écrivains du XXe siècle, et quand je lis Catcher in the Rye, l'attrape-cœur, j'ai le sentiment que je deviens le personnage de Catcher in the Rye. Je deviens ce jeune garçon qui cherche les raisons de son existence et qui aime tellement sa casquette de baseball. Aujourd'hui aussi, vous portez le chapeau comme ça. Oui, c'est pas. Mais c'est vrai que je pense un peu à Seymour quand je coiffe cette casquette. Alors, une dernière question avant de donner la parole à la salle. Je voudrais vous poser une question sur la toute fin de cette nouvelle. Le lecteur que je suis a été profondément touché par cette fin, par l'accueil tendre et lucide de cette vieille dame, ex-sage-femme, et qui a donné la force de vivre à Rachel. Mais on ne sait pas si sa vie désormais suivra son cours normal, heureux, si elle ne risquerait pas de nouveau de tomber dans des pièges, entraînée malgré elle dans une délinquance ou même dans des actions terroristes, par exemple. Parce que cette Rachel, bon, je fais un peu saut, n'est pas très loin de candidats des terroristes, n'est-ce pas parmi les couches sociales. Je reviens peut-être au thème dont vous ne voulez plus parler. Non, ce n'est pas ça, mais c'est une fille qui a reçu fondamentalement une très grande violence. La violence de découvrir que sa mère biologique l'a abandonnée, que son père, qu'elle est née d'un crime, donc elle est née d'un viol, sa mère biologique l'a abandonnée, et pour elle, la vie ne peut être que violente après cela. Lorsqu'on a comme premier cadeau dans la vie, on reçoit une violence, on est soi-même violent. Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de cette conséquence que ces premiers instants de la vie ont sur la suite de l'existence. Pour ma part, je ne suis pas né d'une violence, mais je suis né dans la violence. Mon premier souvenir, c'est une bombe qui tombe à côté de la maison de ma grand-mère. C'était une bombe lâchée par l'aviation canadienne. Il y avait des Allemands dans le port de Nice, et plutôt que d'essayer de les déménager l'un après l'autre, l'aviation canadienne a envoyé un tapis de bombes sur le port. Nous habitions là, et l'immeuble a bougé, je suis tombé, je me souviens de ça. Je suis né c'est mon premier souvenir dans la vie, c'est le souvenir d'une bombe qui tombe. Et tout le reste de la vie est troublé après par ce bruit, par cette violence complètement incompréhensible pour un très jeune enfant.
De la même façon, je pense que les enfants qui naissent d'une disparité, qui naissent dans une situation de déséquilibre ou d'une situation de violence interraciale, interethnique, internationale, ont un héritage de violence. Ils sont effectivement, comme dit M. Nakaji, ils sont à la fois des victimes et des œuvres de la violence. Ils peuvent être séduits par la violence. Et donc je crois que vous avez tout à fait raison de dire que l'avenir de Rachel n'est pas quelque chose d'assuré. Et j'ai voulu laisser la nouvelle ouverte parce que je décris juste un épisode de cette vie. L'épisode qui va depuis le moment où enfant, elle entend ses parents adoptifs en quelque sorte, parler d'elle en disant qu'elle est l'enfant du démon, jusqu'au moment où elle décide de se séparer de cette famille, et à un certain point, elle décide de prendre une arme pour agresser, parce qu'elle a besoin d'expulser cette agressivité. Donc je crois que j'ai voulu juste donner cet instant pour montrer que c'était un instant qui commandait tout le reste de la vie. Alors peut-être la rencontre avec cette sage-femme sera sage, ça lui donnera la sagesse qui lui manque. Peut-être elle recevra l'amour qu'elle n'a pas eu de sa propre mère, elle la recevra de cette Africaine qui l'a mise au monde, mais qui après l'a oubliée. Bon, et les sages-femmes ne se souviennent pas de tous les enfants qu'elles ont accouchés. Et j'ai laissé ça ouvert. C'est un peu à nous de décider. C'est nous, lecteurs, nous, contemporains, de venir en aide aux personnes à qui il manque une identité. Et puisque nous parlons des tristes événements qui se sont passés à Paris et aussi en Californie, et qui se sont passés avec régularité dans beaucoup de pays, y compris en Irak, en Syrie, dans beaucoup de pays, il y a des victimes du terrorisme. Il faut penser aussi à ces victimes du terrorisme que sont les assassins. Ils ne sont pas des barbares, ce sont des gens comme vous et moi. Comment sont-ils arrivés à devenir des criminels? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et tant que nous n'aurons pas répondu à cette question, nous n'aurons pas la solution à ces crimes. Et donc, j'espère que, en écrivant, je donne peut-être cette idée qu'il faut rechercher une certaine forme d'empathie, puisqu'on utilise beaucoup ce mot, d'empathie pour toutes les victimes, pas seulement les victimes innocentes, mais aussi les victimes coupables. Mais peut-être suis-je idéaliste. On dit toujours que je suis idéaliste. Je ne sais pas si quand on est né dans une guerre, on est vraiment idéaliste. Quelqu'un me disait, est-ce que vous regrettez le paradis perdu de votre enfance? Je lui ai dit, mais mon enfance, n'était pas un paradis. J'ai eu faim, j'ai eu froid, je ne pouvais pas sortir. Il y avait, les champs étaient minés, des camarades avec lesquels j'ai joué sont morts pendant la guerre. Je ne peux pas dire que c'était le paradis. Merci. Merci.